prennent cette idée très au sérieux. Ils ont développé un système de classification des civilisations extraterrestres selon leur degré d'évolution. Quand nous autres physiciens observons l'espace, nous ne recherchons pas des petits hommes verts, nous cherchons des civilisations du premier, du deuxième ou du troisième type. Une civilisation du premier type aurait atteint un tel degré d'évolution qu'elle maîtriserait toutes les sources d'énergie présentes sur sa planète, y compris celles que fournissent les océans, les volcans et même la météo. Elle épuiserait vite les ressources d'une planète et exploiterait l'énergie d'un astre local. À ce stade, elle serait identifiée comme appartenant au deuxième type. À terme, elle devient galactique. Elle colonise tout le système planétaire et développe des énergies phénoménales qui lui permettent de manipuler les étoiles et les trous noirs. C'est alors une civilisation du troisième type, ayant sur nous une avance technologique de 100 000 à 1 million d'années. Où se situerait donc notre civilisation sur cette échelle ? Nous ne figurons même pas sur cette échelle. Nous tirons notre énergie de végétaux morts, le pétrole et le charbon. C'est dire si nous sommes primitifs. Officiellement, nous correspondons à une civilisation de type 0, incapable que nous sommes à voyager à travers l'immensité de l'espace interstellaire, là où une civilisation du troisième type aurait développé la technologie requise pour contrôler l'espace et le temps, en vue d'évoluer librement à travers l'univers. On ne peut exclure la possibilité, pour une civilisation en avance de peut-être 1 million d'années sur la nôtre, d'être en mesure d'atteindre la Terre. Cela dit, une telle civilisation capable de traverser une galaxie jusqu'à la Terre s'exposerait tout de même à des écueils. Parviendrait-il jusqu'à nous ? L'oxygène présent dans notre atmosphère, cela même qui nous maintient en vie, pourrait être fatal à nos visiteurs. Ayant acquis la maîtrise de l'espace et du temps, et réussi à franchir le vide interstellaire, il devrait alors affronter un autre danger, notre atmosphère. Elle qui nous protège du rayonnement solaire constitue une barrière périlleuse pour tout vaisseau spatial à l'approche. En effet, en se rapprochant de la Terre depuis l'espace, tout corps se réchauffe du fait des frottements avec les molécules présentes dans l'atmosphère. La chaleur produite brûle la plupart de ces corps, tels que les astéroïdes, avant qu'ils touchent le sol. Protégés par des tuiles résistantes à la chaleur, les vaisseaux de la NASA, au moment où ils rentrent dans l'atmosphère, se servent de ces frottements pour ralentir. À ce problème, disent les scientifiques, une civilisation d'un haut niveau technologique trouverait cependant une solution bien avant d'atteindre notre atmosphère. Je dirais que tout être intelligent placé à bord d'un véhicule spatial évolué ralentirait tout simplement avant de toucher la Terre. Après avoir navigué au sein de notre atmosphère et réussi leur atterrissage, les extraterrestres verraient surgir un nouvel obstacle de taille. On les imagine mal descendre tout naturellement du vaisseau. L'atmosphère de la Terre ne correspondrait probablement pas tout à fait à celle qui règne sur leur planète d'origine. En fait, à moins d'être acclimatés à l'oxygène, ils souffriraient de l'extrême toxicité de ce gaz. Des extraterrestres fraîchement arrivés sur Terre, on ne s'attendrait pas à les voir débarquer de leur vaisseau, humer le bon air et se mettre à manger des pommes et des oranges. Ici, dans le Nevada, au cœur du désert Mojave, le département des sciences de l'espace de la NASA étudie la vie de micro-organismes placés dans des conditions extrêmes. De là, les chercheurs espèrent établir comment différentes espèces survivraient à des conditions éventuellement périlleuses. Le docteur Chris McKay chapeaute cette mission. La vie a besoin d'oxygène. Les hommes, les plantes et les animaux en ont besoin. Mais nous avons développé toute une machinerie biologique, des enzymes de nature à purifier l'oxygène. L'oxygène est une substance fondamentalement toxique. Sur la planète d'origine d'un extraterrestre, l'évolution aurait-elle emprunté les mêmes voies ? La vie s'y serait-elle adaptée à l'oxygène ? À la limite, les fondements de la chimie, de même que les gaz, n'auraient rien à voir avec les nôtres.
Le docteur McKay étudie des échantillons contenant plus de 10 millions de bactéries qui montrent que le vivant obéit ici à des principes totalement différents de ceux de la majorité des êtres sur Terre. L'examen de ces bactéries nous fait entrevoir la bizarrerie de certaines propriétés chimiques et combien ces organismes peuvent nous être étrangers. La force de notre Soleil poserait encore un autre problème à nos visiteurs. Son rayonnement a beau assurer la vie sur Terre, il présente certains dangers. À trop s'exposer au Soleil, les humains courent le risque de s'aveugler, de se brûler ou de développer un cancer. Un être venu d'une autre planète n'y résisterait peut-être pas. On peut imaginer que des formes de vie issues d'un autre monde, qui arriveraient chez nous, trouvent les rayons ultraviolets d'une luminosité trop intense et doivent se protéger derrière des pare-soleil ou des lunettes. Puis vient un écueil invisible pour le nouvel arrivant sur Terre. La gravité. De quoi lui donner du fil à retordre. Les humains ont grandi sous son effet. À soumettre notre corps à une très forte gravité, les conséquences peuvent être désastreuses. Un pilote de chasse qui accomplit des manœuvres acrobatiques est soumis à des forces pouvant être 9 fois supérieures à la normale. Dans ces conditions, un homme de 70 kg a l'impression de peser 680 kg. Au-delà de 9G, la pression devient trop forte et le pilote perd connaissance. Des êtres originaires d'une planète où la gravité est moins forte ressentiraient sans doute des effets comparables. Des Martiens, par exemple, trouveraient la gravité plus forte sur Terre. Même s'ils étaient en forme selon des critères martiens, ils souffriraient ici. Enfin, on peut sans prendre trop de risques avancer qu'ils auraient la technologie nécessaire pour y faire face. Autre danger, bien moins prévisible celui-là, les microbes. Comme dans La guerre des mondes de Herbert George Wells, nos visiteurs pourraient succomber à de simples bactéries. Les bactéries d'une planète pourraient menacer les organismes d'une autre planète. Les Martiens débarquent, envahissent la Terre, anéantissent les armées sans problème. C'est alors que les bactéries terrestres affectent les Martiens et les terrassent. À la fin, la Terre sort victorieuse de la guerre des mondes, non pas grâce aux prodiges de la technologie humaine, mais du fait de la diversité biochimique des bactéries. L'histoire nous a appris que les visiteurs d'un autre monde auraient d'excellentes raisons de se méfier de nous et réciproquement. Quand les Espagnols envahissent les Amériques, ils apportent avec eux quelque chose de bien plus redoutable que leurs armes à feu et leurs épées. Dans leur bagage, il y a, entre autres, la variole et la grippe. Une fois tombées les barrières entre le vieux et le nouveau monde, beaucoup de morts et de destructions s'en sont suivies. Nous pourrions contaminer des êtres venus d'ailleurs et vice-versa. Cette crainte de l'infection par de nouvelles variétés de bactéries agitait aussi la NASA dans les années 1960 lors des missions sur la Lune. C'est pourquoi on plaçait en quarantaine les premiers astronautes à leur retour, de peur qu'ils soient porteurs de microbes mortels. Une civilisation extraterrestre explorant l'univers aurait le souci de ne pas introduire ces microbes sur d'autres planètes, espère McKay. On peut raisonnablement penser que des êtres dotés de moyens technologiques propres à voyager entre les mondes auraient conscience de ce problème et s'équiperaient des protections biologiques adéquates. Il ne leur viendrait pas à l'idée, en touchant Terre, d'aller pique-niquer et polluer un autre monde. On le voit, les passagers d'un vaisseau spatial extraterrestre en route pour la Terre affronteraient une foule de dangers. Il leur faudrait d'abord survivre aux forces destructrices à l'œuvre à l'intérieur d'un trou de verre, puis éviter de brûler dans l'atmosphère terrestre. Enfin, se prémunir contre la toxicité de l'oxygène ou les microbes. Peut-être décideraient-ils de ne pas courir eux-mêmes tant de risques. Imaginons qu'ils envoient à leur place des explorateurs qui ne vieillissent jamais, qui jamais ne succombent à des maladies mortelles. Le moyen le plus efficace, ce sont les robots. Là, ce sont des nanorobots autoréplicants. Les nanorobots sont des robots microscopiques, assez légers pour se révéler d'une aide précieuse lors d'un voyage dans l'espace où le poids représente l'un des facteurs essentiels à considérer. Plus on est petit, plus on va vite.